les amis, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors avant de commencer ma vidéo, je voulais vous faire un petit coucou de la part de Mimi, voilà, et vous inviter, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. Ça m'aide pour le référencement, pour l'algorithme, et surtout ça n'engage à rien et c'est totalement gratuit. Donc si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à me supporter en vous abonnant. Voilà. Hein, Mimi? On dirait une petite peluche vivante. Mais c'est pas une peluche. Hein, Mimi? Donc voilà, je vous remercie par avance. Coucou. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors, avant de commencer cette nouvelle vidéo, je voulais inviter ceux pour qui ce n'est pas encore fait à vous abonner. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez donc pas à vous abonner, ça m'aide grandement pour le référencement. Pareil, un petit like, un petit pouce en l'air. Hein, n'hésitez pas non plus à commenter et à partager. Ça aide pour l'algorithme. Vous connaissez la chanson maintenant. Alors, aujourd'hui, je voulais aborder un fait divers dont j'ai eu connaissance vraiment très récemment. Et c'est à l'occasion du visionnage d'une série. Voilà, lundi dernier, j'ai visionné une série sur France 2 qui, pour une fois, hein, une fois n'est pas coutume, était vraiment bien faite. Elle était vraiment réussie. Et donc, ça abordait l'affaire, alors même si c'était inspiré de faits réels, mais en tout cas, c'était fortement inspiré de l'affaire Dino Scala. Donc, Dino Scala, alors, pour éviter des restrictions YouTube, je vais donc mentionner des faits de agression S, et je vais dire le terme à l'envers, ce sera plus simple, de l'ouave. Voilà. Donc vous mettez le mot à l'envers, vous allez comprendre. Donc Dino Scala qui était surnommé donc le louaveur de la Sambre. La Sambre étant un fleuve hein, qui passe dans le nord-est de la France. Donc moi personnellement je ne connaissais absolument pas ce fait divers. Et j'ai trouvé, donc je me suis renseignée un peu et j'ai trouvé ça très intéressant. Sur plusieurs points. Déjà, le fait que cet homme, donc ce louaveur, ait agi pendant 3 décennies, durant 30 ans en fait, il a agi. Il a agi donc de 1988 jusqu'à son interpellation récente en 2018. Il a été jugé au cours d'un procès qui s'est tenu devant la cour d'assises de Douai en 2022, en juin 2022. Et il a été condamné à la peine, on va dire, maximale pour ce genre de fait qui, selon moi, est vraiment pas très élevé hein, au regard de la nature des faits qu'il a commis, c'est-à-dire qu'il a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Voilà. Donc, c'est vrai que personnellement, j'avais jamais entendu parler de cette affaire, même en 2018 lorsqu'il a été interpellé. Hein, ça a été assez... je trouve que ça n'a pas été tellement médiatisé, ou alors c'est moi qui à l'époque n'avais pas fait attention, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette affaire est vraiment hors norme, déjà dans la durée, la période durant laquelle il a commis toutes ces atrocités, et par le nombre de victimes qu'il a faites. On a dénombré pas moins de 56 victimes, sans compter les victimes qui potentiellement se sont tues, n'ont jamais porté plainte auprès des services de police, etc. Donc ça fait un nombre vraiment conséquent de victimes. C'est pour ça que je trouve que c'est une affaire hors norme et qui n'a pas été, à mon avis, vraiment spécialement médiatisée, et c'est dommage. Donc je vais retracer un peu, dans un premier temps, les faits. Après, je vais parler du mode opératoire, hein, avec lequel, enfin le mode opératoire qu'il utilisait pour s'en prendre à ses victimes.
Ensuite, dresser vite fait le profil psychologique de cette personne, les enquêtes judiciaires et enfin le procès. Donc, les faits. Cet individu est né, je crois, en 1961. Il est d'origine italienne. Donc les premiers faits, enfin les faits qui ont été répertoriés, qui ont fait l'objet d'une plainte enregistrée par la police, remontent à 1988. Donc là, en fait, au petit matin, il fait encore nuit, une femme se rend, emprunte à pied une route pour récupérer un bus pour aller travailler, pour se rendre à son travail, tout simplement. Il est très tôt le matin, donc il fait encore nuit, et elle se fait surprendre par un individu qui est derrière elle, donc elle ne le voit pas, à aucun moment elle ne voit son visage, sa figure, et elle se fait attraper par derrière, et elle est étranglée, en fait, avec une cordelette ou un foulard, ça dépend des cas. Et là, elle va tout de suite, enfin très rapidement, perdre connaissance. Et elle va se réveiller ensuite allongée par terre dans l'herbe, avec son pull soulevé, révélant sa poitrine. En tout cas, c'est une scène qui est... Alors, je ne sais pas si c'est une scène réelle, mais en tout cas, c'est une scène qui a été décrite par la série qui passe actuellement sur France 2. Alors, en fait, cet individu a le même mode opératoire. Il traque en fait ses victimes, il repère les victimes, ses victimes, leur trajet domicile-travail, tôt le matin, ce qui fait qu'il n'y a pratiquement personne sur la route. Et il agit toujours de nuit, c'est-à-dire qu'en fait il agit dans la période de l'année entre septembre et avril, donc en automne, en hiver, vraiment tout début du printemps, lorsqu'il fait encore nuit le matin. Il surprend ses victimes par derrière, il les isole de la route, il les emmène dans un endroit reculé à l'abri des regards. Alors des fois c'est en bord de Sambre, justement, le fleuve, c'est pour ça qu'il est surnommé le loiveur de la Sambre, mais ça peut être également dans des endroits un peu reculés, pas des usines désaffectées ou des maisons isolées, inhabitées, etc. Et donc là, il a toujours le même mode opératoire, c'est-à-dire qu'il essaye d'étrangler ses victimes, qui pour certaines vont perdre connaissance, et là ensuite il va leur imposer, alors je vais vous épargner les détails scabreux, et puis de toute manière sinon ça va être censuré par YouTube, mais il va voilà, leur imposer des actes de nature sexuelle. Alors dans certains cas ça va être entre guillemets de simples agressions S, et dans d'autres cas ça va aller jusqu'au loave. Voilà. Donc, tout un tas d'actes de nature sexuelle. Certaines vont perdre connaissance, vont pas trop savoir ce qui leur est arrivé. Et en ce qui concerne les agressions S, parfois ça va rester aussi au stade de tentative. C'est-à-dire que la victime va réussir à se dégager ou alors va employer des termes qui vont faire que l'agresseur va finalement pas aller jusqu'au bout de son acte. Voilà, certaines vont dire mais je suis une mère de famille, etc. Donc il va pas aller jusqu'au bout, il va suspendre son geste et il va s'en aller. Lorsque les agressions S sont réalisées, ou les loaves, il va ensuite demander à sa victime de compter jusqu'à 50 en tournant le dos, de façon à ce qu'il puisse s'enfuir de l'endroit sans que sa victime ne puisse l'identifier visuellement. Et c'est pour ça qu'en fait, pendant 3 décennies, ce type va passer à travers les mailles du filet de la justice et à travers les radars, parce que, dans un premier temps, ces victimes ne vont pas réussir à l'identifier. Il faut savoir également que dans les années 80, et c'est en ce sens que je trouve que la série est bien réalisée, alors j'ai vu les 2 premiers épisodes, il y en a 6 au total,
les victimes étaient clairement beaucoup moins bien considérées qu'actuellement, sachant qu'actuellement, il y a toujours des lacunes. Mais dans les années 80, les affaires d'agression S et de Loave n'étaient vraiment pas prises au sérieux. Les victimes n'étaient pas considérées, elles étaient décrédibilisées. Clairement, on ne les prenait pas au sérieux, et je trouve que dans cette série, ça retranscrit vraiment bien l'atmosphère qui régnait dans les années 80. Donc on voit par exemple une victime se rendre au commissariat pour porter plainte. Le flic qui va prendre sa déposition lui demande déjà si elle veut vraiment porter plainte. Il va essayer de culpabiliser sa victime en disant, la victime des faits, en lui demandant ce qu'elle faisait toute seule sur la route à une heure aussi matinale. La victime va répondre qu'elle se rendait à son travail, et en fait, il va finir par enregistrer la plainte, mais il va retenir le chef de tentative de vol avec violence, et il va oblitérer totalement les faits ayant un caractère sexuel. Alors que la victime va arriver au commissariat avec des traces de strangulation au niveau du cou. Elle va porter les stigmates de l'agression, elle va avoir le visage tuméfié, et malgré tout ça, il ne va pas y avoir de tentative de meurtre retenue, ni de Loave ou de tentative de Loave. Absolument pas. Donc en fait, la victime n'est absolument pas considérée. Et donc durant ces 30 années, les plaintes, lorsqu'elles sont enregistrées, parce que des fois les plaintes ne sont pas enregistrées, il y a tellement peu d'éléments dans les plaintes que ça ne va pas donner matière à faire l'objet d'une ouverture d'une information judiciaire. En fait, les plaintes vont être tellement vides, en fait, il ne va pas y avoir de contenu dans le dossier, et donc ça ne va pas faire l'objet d'une enquête poussée. Donc ça va être classé sans suite. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, cet individu va agir pendant 30 ans, dans un périmètre très restreint, dans une zone d'environ 30 km. Donc ça se situe aux alentours de Maubeuge. On est dans le nord-est de la France, à la frontière avec la Belgique. Donc contrairement à certains tueurs en série, notamment par exemple le routard du crime, Francis Hall, qui agit un peu sur toute la France, là on est quand même sur un prédateur qui agit uniquement dans une zone restreinte de 30 km. Et malgré cela, les plaintes sont enregistrées comme ça, au fur et à mesure par les différents commissariats de la région, sans que pendant plusieurs années, on ne fasse en fait le lien en fait entre ces différentes plaintes, que ce soit chapeauté au niveau régional. Ce qui fait que dans un premier temps, les policiers ne vont pas faire le rapprochement entre ces différentes agressions pour se mettre sur la piste d'un loiveur en série. Ce n'est que beaucoup plus tard que les enquêteurs vont faire le lien en fait entre toutes ces affaires de disparition. Ce qui explique pourquoi pendant 30 ans, cet individu va passer au travers des mailles du filet. Donc les années vont passer, les agressions S et les Loaves vont avoir lieu dans cette région sans que personne ne s'en émeuve plus que ça. Et au final, les années passant, on va finir quand même par, après plusieurs années, plusieurs décennies, regrouper et se dire que tiens, peut-être qu'effectivement un prédateur S sévit dans la région. Il serait temps. Donc en fait, cet individu a toujours le même mode opératoire. Il agit très tôt le matin lorsqu'il fait encore nuit, tout simplement parce qu'en fait, cet individu travaille lui-même très tôt le matin. Il embauche très tôt. Il est ouvrier, me semble-t-il, dans une usine d'assemblage de pièces de véhicules. Voilà. Et en fait, il part très tôt de chez lui le matin. Il va commettre son petit loave, sa petite agression S, et puis après, il va aller retrouver ses collègues dans l'usine, discuter de tout et de rien autour de la machine à café, comme si de rien n'était, comme s'il ne venait pas de commettre un acte affreux quelques minutes auparavant. C'est
totalement lunaire. Voilà. Donc, concernant le profil psychologique de cet individu, donc comme je l'ai dit précédemment, il est né en 1961, il est d'origine italienne. Alors, il faut savoir qu'il va grandir dans une famille dysfonctionnelle et violente. Donc, le père, le patriarche, son père, est un homme très violent qui a l'habitude de battre sa femme, et tous les enfants de la famille ont peur de ce père extrêmement violent. Il a été d'ailleurs... c'est une de ses sœurs qui va témoigner ensuite durant le procès de Dino Scala pour indiquer qu'elle a été elle-même victime d'inceste de la part du patriarche. Il y a des soupçons comme quoi le Dino Scala aurait été lui-même victime d'attouchement ou d'inceste de la part de son père, mais cela n'a jamais été prouvé. En tout cas, il grandit dans un climat anxiogène, dans un contexte de famille dysfonctionnelle, déséquilibrée, etc., où tout est passé sous silence et la violence est banalisée. Ce qui n'explique pas, on est bien d'accord, la gravité des faits qui lui sont reprochés. Mais en tout cas, c'est l'enfance qu'il passe. Donc voilà, donc les années vont passer, il a donc le même mode opératoire, il s'en prend donc à des femmes qui se rendent à pied sur leur lieu de travail, qui vont ensuite attendre à l'arrêt de bus, et tout ça sans se faire attraper. Alors dans certaines agressions S ou LOAV, il va s'en prendre à des femmes directement chez elles. En fait, c'est un vrai prédateur. Hein. D'ailleurs, il le dira durant le procès, il agit comme un chasseur qui va pister ses proies, qui va repérer en fait leur trajet, etc. Et pour certaines de ses victimes, il va repérer donc des femmes qui se retrouvent seules à la maison après le départ de leur mari au travail. Et en fait, il va les agresser directement chez elles. Donc comme ça a été le cas d'une femme qui a été donc qui a été victime donc de Dino Scala. Et je crois même en plus détail assez scabreux qu'elle avait un enfant en bas âge qui était dans la maison au moment où elle s'est fait agresser. Et petit à petit, des portraits robots vont quand même finir par être établis par les forces de l'ordre, parce que certaines femmes vont finir par pouvoir décrire le physique de leur agresseur, puisque certaines femmes vont lui parler, vont donc décrire un individu de corpulence moyenne, un peu, entre guillemets, basané, avec une calvitie, le visage rondouillard, les sourcils assez marqués, voilà, des lèvres un peu assez proéminentes, bon. Et donc des portraits robots, cela va donner lieu donc à l'établissement de plusieurs portraits robots plus ou moins ressemblants, mais dont un va finir vraiment par ressembler à ce Dino Scala. Vraiment, on va bien le reconnaître. Et donc, c'est intéressant. Alors, certaines femmes vont également se faire agresser dans des habitations isolées. Et voilà. Certaines vont pouvoir échapper à leur agresseur. Et donc, il y aura seulement tentative d'agression S. Donc, concernant le profil psychologique de Dino Scala, il va, si on regarde en surface, il apparaît comme un bon père de famille qui s'occupe de ses enfants, qui est impliqué dans la vie sociale de la communauté, il est apprécié de ses voisins, il est toujours prêt à rendre service, il est apprécié de ses collègues, il est sérieux, mais en même temps, il y a toujours la petite blague pour rigoler autour de la machine à café. Il s'occupe d'une équipe de foot qu'il chapeaute. Donc voilà, quand on regarde de façon superficielle, il a le profil vraiment du bon père de famille, sur qui on peut compter, un bon mari, un bon père, un bon citoyen. Mais lorsqu'on gratte un peu le vernis, celui-ci s'écaille rapidement. En effet, donc Dino Scala a été marié 2 fois et sa première femme, lui, va témoigner au procès en disant que il avait une image beaucoup plus sombre,
qu'il aurait même été responsable d'agressions S envers ses propres sœurs, donc les belles-sœurs de Dino Scala. Et donc, en fait, il a une double facette. Il a une double personnalité. Il a d'un côté l'image de Monsieur Tout-le-Monde, hein, à qui on donnerait le bon Dieu sans confession. Et il cache, en fait, une facette beaucoup plus sombre, hein, une facette de pervers, hein, qui est là pour assouvir, en fait, ses pulsions. Il est, en fait, il est plein de frustrations, des frustrations qu'il rumine par rapport à son travail. Il considère qu'il n'est pas considéré à sa juste valeur, qu'il a beaucoup d'ancienneté, pourtant il ne bénéficie pas de promotion lorsqu'il change de travail. Alors il travaille toujours dans la même usine, mais il change de statut et il n'est jamais augmenté. Donc il nourrit de la rancœur, il a de la frustration, notamment envers sa seconde femme, hein, qu'il accuse, malgré que sa seconde femme le défende bec et ongle envers et contre tout. Il va tenir des propos assez durs à son encontre, puisqu'il va dire que elle est dépensière, elle est tout le temps sur son dos, elle est dépressive, elle avait des tentatives de suicide, etc. Donc voilà, il a une double facette, une sorte de Dr Jekyll et Mr Hyde. Voilà, une double personnalité avec des penchants très sombres et des pulsions sadiques et perverses qu'il essaye de... il donne libre cours à ses pulsions envers toutes ces inconnues qu'il va traquer tel un chasseur traquant sa proie. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur le profil psychologique. Donc ce type va œuvrer en toute liberté pendant 30 ans. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'entre 2012 et 2018, pendant 6 ans, on ne va répertorier aucune plainte pour agression S ou loave qu'on pourrait imputer à Dino Scala. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de victimes, mais peut-être que certaines victimes n'ont tout simplement pas porté plainte et ont préféré se taire. N'ont pas eu la force, en fait, d'aller porter plainte. Alors, par contre, donc en 2018, c'est l'année où il va enfin être interpellé par les forces de l'ordre. Donc là, il va s'en prendre cette fois à une jeune fille de 17 ans, qui avait l'habitude d'emprunter le train très tôt le matin pour se rendre en Belgique, là où elle avait son, je ne sais pas si c'est son collège ou son lycée, enfin l'établissement qu'elle fréquentait dans le cadre de ses études. Donc là, malheureusement, elle va être agressée, voilà, S, et elle va choquer, évidemment traumatisée, porter plainte immédiatement au commissariat, en Belgique, je crois, et là, la police belge va être particulièrement efficace, puisqu'elle va exploiter les caméras de vidéosurveillance qui se trouvent dans la gare que la jeune fille a empruntée. Et là, ils vont repérer, en fait, une plaque d'immatriculation, et ils vont relever partiellement un numéro de plaque. Donc, c'est une voiture qui a une plaque d'immatriculation française. Et ils vont en fait voir de façon partielle la plaque, mais ils vont réussir en fait à remonter jusqu'au véhicule de Dino Scala et ensuite jusqu'à son propriétaire. Et donc là, on se rend compte que les derniers temps, finalement, Dino Scala, qui bénéficiait d'un sentiment de totale impunité, puisqu'il se rendait compte qu'il pouvait commettre tout un tas d'agressions S et de loaves sans que personne ne l'appréhende, il va finalement prendre de moins en moins de précautions. Et c'est comme ça que finalement, on va finir par le choper et l'interpeller. On va trouver dans sa boîte à gants donc, tout l'attirail, toute la panoplie du parfait petit loiveur en série, puisqu'on va retrouver une cordelette, une boîte de préservatifs, etc. Et donc là, mis devant le fait accompli, des traces ADN vont finir par parler, parce qu'il faut savoir que durant toutes ces inculpations, on va quand même, les policiers vont relever quand même des traces ADN, sauf que malheureusement ces traces ADN ne vont jamais matcher en fait durant toutes ces années avec un ADN connu, enregistré sous le fichier des empreintes génétiques, ça va jamais matcher. Et là en 2018, lorsqu'ils vont prélever l'ADN de Dino Scala, ils vont
se rendre compte que son ADN est présent sur tout un tas d'affaires d'agression S et de LOAV qui avaient été commises les années précédentes. Et c'est comme ça, en fait, qu'ils vont faire le lien avec toutes les affaires d'agression S qui avaient lieu plusieurs années, plusieurs décennies auparavant. C'est là qu'ils vont se rendre compte que ce Dino S n'en est pas à son coup d'essai et que c'est un véritable loaveur en série. Donc, il a commis toutes ces agressions pendant plusieurs années à bord d'une Renault 21 blanche. Et là, la voiture en question, il me semble, était une 206 ou une 208. Et là, en fait, quand cet individu est interpellé, il va reconnaître effectivement certaines agressions S, mais pas toutes. Il faut savoir qu'il est inculpé pour 56 affaires de tentatives de LOAV ou d'agression S. Il va en reconnaître que certaines. Et au niveau pénal, il y a des femmes qui jusqu'en 2018 n'avaient pas déposé plainte et lorsque cet individu est inculpé, elles vont porter plainte. Et donc ça va entraîner une deuxième série de victimes qui ne s'étaient pas manifestées auparavant. Ce qui fait qu'on arrive au nombre astronomique de 56 femmes victimes. Donc, comme je le disais auparavant, donc les enquêtes judiciaires, au début, sont menées de façon pas du tout, pour la plupart, de façon aléatoire. Ça manque de pertinence, c'est pas professionnel, etc. Et donc, au final, ça finit quand même par, voilà, on va finir par regrouper toutes ces affaires. Et donc, le procès de Dino Scala va intervenir en 2022, sachant qu'il est quand même inculpé depuis 2018. Donc, j'imagine que pendant 4 ans, j'espère, je ne sais pas, j'ai pas vu l'information, mais j'imagine qu'il a été placé sous contrôle judiciaire. Non, pas sous contrôle judiciaire, en détention provisoire. J'espère qu'il était bien incarcéré en attendant son procès, je pense, hein, parce que vu la nature et le nombre de faits commis, il faut espérer qu'effectivement il était bien en détention provisoire. Donc, en 2022, le procès a lieu devant la cour d'assises de Douai en juin 2022, et là, Dino Scala va se montrer relativement ouvert, c'est-à-dire qu'il va s'épancher sur ses agressions S en expliquant que voilà, il a une double personnalité, que des fois il n'arrive pas à se contenir, qu'il a une forme de frustration et qu'il donne libre cours à cette rage. Il a un besoin de domination parce que finalement il déteste les femmes et il a besoin de les soumettre. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il ne va pas reconnaître toutes les agressions S ou tous les LOAV. Donc il y a certains cas, malheureusement, qui ne vont pas être, qui vont être écartés du procès faute de preuves matérielles. Il faut savoir également qu'à cette époque, les années 80 et 90, la police s'est montrée particulièrement incompétente dans le sens où certaines preuves, voilà, des foulards qui contenaient des traces ADN, n'ont pas été conservées dans des conditions optimales, ce qui fait que les traces ADN étaient inexploitables. Donc ça n'a pas aidé en fait à l'inculper plus rapidement, plus tôt. Donc, à l'issue du procès, il va finalement être condamné à la peine maximale en France, à savoir 20 ans de réclusion criminelle. Donc finalement, quand on y réfléchit, c'est pas énorme au regard du nombre d'agressions et de LOAV qu'il a commis. Et puisqu'il s'agit d'un loaveur en série, et malheureusement, le droit français ne prend pas en compte le nombre de LOAV ou d'agressions qui peuvent être commises. C'est-à-dire que, par exemple, un type va commettre un LOAV, il va être condamné à 20 ans de réclusion, et ça va être la même peine pour un type qui a commis des dizaines et des dizaines de LOAV et d'agressions S. C'est dommage, mais bon. La justice, le droit pénal français ne prend pas en compte le fait de la notion de sérialité en fait des agressions.
Donc, il va être condamné à 20 ans de prison. Et quand on y réfléchit, c'est vraiment pas énorme. Alors, je ne sais pas s'il y a une peine de sûreté. Est-ce que cette condamnation est assortie d'une peine de sûreté, c'est-à-dire une peine en dessous de laquelle il ne peut pas sortir? Parce que si ce n'est pas le cas, il faut savoir que lorsqu'il aura effectué les 2/3 de sa peine, c'est-à-dire environ 14 ans, 13-14 ans, il sera éligible éventuellement à une libération conditionnelle. Sachant que si entre 2018 et 2022, il a effectué 4 ans de prison, ça se déduit de sa peine, parce que on aura considéré qu'il a déjà passé 4 ans en prison. Donc, si on réfléchit bien, 2018 plus 14, on arrive à 2032. Ça veut dire que potentiellement en 2032, c'est-à-dire seulement dans 9 ans, il pourra être libérable. Ce que je trouve personnellement aberrant, étant donné le caractère de dangerosité de cette personne, de cet individu, qui est extrêmement dangereux et qui a un potentiel de récidive très important. Donc, il faut espérer qu'il ne bénéficiera pas dans le futur d'une libération conditionnelle, mais franchement, rien n'est moins sûr. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire sur cette affaire je ne vais pas dire le terme, parce que on peut rien dire sur YouTube sans être censuré, donc de l'OAV, hein, d'agresseur S. Et je vous invite à regarder cette série sur France 2. Alors en général, les séries sur TF1, France 2 et les chaînes mainstream sont assez nullissimes, mais là je trouve que c'est particulièrement bien fait et ça retranscrit vraiment bien l'atmosphère des années 80 et la façon dont était traitée la parole des victimes à l'époque. Voilà, donc pareil, n'hésitez pas à commenter dans la barre des commentaires, à liker la vidéo si celle-ci vous a intéressé à défaut de vous avoir plu, à la partager, à vous abonner et à me donner votre opinion sur cette affaire, si vous en avez entendu parler, si vous trouvez qu'encore une fois, la justice là, a fait preuve d'une exceptionnelle incompétence et d'une exceptionnelle lenteur, voilà, ce qui est le cas. Voilà, n'hésitez pas à en débattre dans la barre de commentaires, c'est fait pour ça. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et d'ici là, affaire à suivre.